cela fait 10 ans ou presque que je pratique assidûment l'interview sur le vif. La technique a évolué avec le téléphone portable. On a même inventé le stabilisateur qui a considérablement amélioré mes conversations à l'arrache, comme on dit, du monde entier de l'art. À ce jour, j'ai regardé sur YouTube, j'ai posté 2539 vidéos. J'en suis pas encore au niveau de Hans, mais c'est un bon chiffre. Voilà Max qui arrive, allez, viens t'asseoir. Donc aujourd'hui, pour cette première conversation, je reçois Hans-Ulrich Aubris, qui est directeur artistique de la Serpentine Gallery. J'ai écrit dans le programme directeur seulement. Mais aussi certainement le plus fameux intervieweur de l'art contemporain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier ceux qui m'ont soutenu dans ce projet, Docent et sa fondatrice Hélène, Piaget et sa directrice délicieuse Adèle. Elle est où Adèle? Ah là voilà, elle est là. Ainsi qu'Emma, appartement Piaget curated by Asia Now, et la formidable équipe de Projet Média qui est en train d'immortaliser cette conversation. Alors, ce qui m'a toujours frappé chez Hans, c'est une vertu particulièrement rare dans le monde de l'art contemporain. Je me souviens de ce petit déjeuner à Miami, au cours duquel il a fait le tour des tables et m'a demandé de l'accompagner. Il m'a pris par la main et il disait à chaque personne: « Vous connaissez Judith ? C'est le meilleur blog de l'art contemporain au monde. » Et il allait à la table d'après, avec moi encore. « Vous connaissez Judith ? C'est le meilleur blog de l'art contemporain au monde. » Alors, Hans, dis-moi, ça sert à quoi la générosité ? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi qu'on est tous réunis ici. Et non, je pense que c'est un peu le médium, non, de mon activité, puisque je pense que j'avais toujours essayé d'expliquer à J.G. Ballard, l'écrivain anglais, au moment qu'on a fait notre conversation, il n'est pas dans le monde de l'art, ce qui est un curateur et tout ça, et en lui expliquant plus ou moins ce que je fais, c'est que je mets des œuvres en relation, mais ce n'est pas seulement des objets, c'est aussi des quasi-objets, c'est des non-objets, c'est des hyper-objets, et souvent c'est des gens non, que je mets en contact, je produis des relations entre les gens. Il m'a dit qu'en fait c'est plus ou moins la fonction peut-être de celui qui fait les jonctions, non? Ah oui, junction. C'est ça, et chaque jour, d'ailleurs j'ai lu l'autre jour dans un papier que, curieusement, Diane von Furstenberg fait la même chose, je n'étais pas du tout au courant, elle probablement n'est pas au courant non plus, mais on a la même pratique, c'est quand on se réveille le matin, on connecte deux personnes qui ne se sont pas encore rencontrées, et je pense que c'est toujours formidable, parce que beaucoup de choses se passent, et nous vivons dans une société, je pense, où il y a... Tout d'abord, nous vivons dans des villes où souvent les gens ne se rencontrent pas. Donc, par exemple, nous, quand j'ai déménagé à Londres, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas les cafés, non? À Paris, on se rencontre dans les cafés et tout ça. Et souvent, après les dîners, on retrouve des amis tard le soir dans un café. À Londres, les distances sont beaucoup plus loin. Il faut organiser ça. Donc, on a fondé un club qui s'appelle Brutally Early Club avec mes amis urbanistes. Brutally? Le club brutalement tôt, oui. Brutally Early, brutalement tôt. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que c'est très compliqué si on organise des rencontres, après les gens sont occupés et tout ça. Mais si vous dites que c'est à 6h30 du matin, personne ne peut vous dire qu'ils sont déjà à un rendez-vous prévu. Ce n'est pas une excuse possible. Ouais, il peut avoir l'excuse de dormir quand même. Oui, mais curieusement, beaucoup de gens sont venus. Parce qu'ils voulaient faire l'expériment comme ça. Et donc, on s'en est toujours rendu compte, c'est très interdisciplinaire, comme on fait tous mes formats, non? Le marathon, on a aussi fait, depuis l'Ancre de la Serpentine, c'est des marathons de 24 heures ou de 12 heures, où des gens de toutes disciplines diverses viennent et se rencontrent. Et on s'en rend compte souvent qu'en fait, les gens où on pense vraiment qu'ils se sont rencontrés, ne se sont pas rencontrés dans les villes. Souvent, on organise des salons interdisciplinaires, il y a 30 personnes, 20 personnes dans une salle et personne ne s'est rencontré, que des rencontres nouvelles. Et moi, je pense que c'est très important que dans cette société souvent cloisonnée
Et de toute façon, on vit aussi un moment extrêmement polarisé où beaucoup de gens ne se parlent plus. Donc je pense que c'est le rôle, et ça ramène aussi après à ma profession. Parce que je dirige la Serpentine, je m'occupe d'expositions, en fait, globalement beaucoup. Et quand on s'occupe d'expositions, c'est que l'exposition a cette possibilité de mettre des gens en rapport, en relation, qui ne se sont pas rencontrés. Et ça donne quoi, par exemple? Est-ce que tu as souvenir d'avoir présenté 2 personnes et ça a donné un projet fulgurant? Oui, en fait, j'ai organisé une conférence sur l'art et le cerveau avec les neurologues dans un centre scientifique en Allemagne, avec Carsten Höller, qui lui-même est un grand expert des règles du jeu inhabituelles. Mais surtout, il a été scientifique. Carsten Höller, c'est un artiste allemand qui vit en Suède. Ouais. Déjà une rencontre géographique, et qui a été scientifique dans la recherche avant d'être artiste, et qui, à mon avis, considère les humains comme des objets de recherche et crée des situations, des installations dans lesquelles les humains sont observés par son petit jeu. Oui, donc on a fait un livre d'ailleurs avec lui récemment, avec Stéphanie Hessler, on a édité ces jeux. Et ça, c'est des jeux que vous pouvez jouer sans aucun objet, juste avec d'autres personnes. Donc il y a des jeux qu'on peut faire soi-même seul, avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, un livre assez épais, avec beaucoup de jeux. Et ça, c'était comme un jeu, puisqu'on a fait ces conférences avec lui. C'était sur art et neurosciences avec Ernst Pöppel, Wolf Singer, ces grands neurologues allemands. Et donc, on a invité plusieurs artistes, entre autres, je voulais absolument lui présenter Rosemarie Trockel. Il y avait Andreas Lominski, différentes personnes. Et Carsten est arrivé un peu tôt, et il s'est dit, ça risque d'être très ennuyeux, on aura les scientifiques, les artistes dans la conférence, très ennuyeux. Donc, on pourrait peut-être annuler la conférence et quand même faire venir les gens. Donc, je me suis dit, c'est plutôt amusant, oui, et quand les gens sont arrivés, ils ont reçu leur badge avec leur titre, ils ont reçu tous les papiers, et tout ça, et on leur a dit que malheureusement, la conférence a été annulée, mais qu'on va quand même passer du temps ensemble. Donc, tout le monde était un peu perplexe. Ça, c'était quand ? 96, 17, ça s'appelait Art and Brain. Et donc, tout le monde était un peu légèrement perplexe, mais finalement, il y a eu beaucoup de conversations qui se sont créées entre art et science, des livres sont nés de cette histoire, puisqu'après on était dehors de ce centre scientifique, on était sur la pelouse. Carsten a suggéré qu'on s'assoie sur la pelouse, qu'on a des conversations, et après finalement les scientifiques ont quand même insisté à nous montrer leur laboratoire. Donc on est entré dans le centre scientifique, et au lieu d'avoir une conférence, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus intime. Ils nous ont montré leur centre scientifique, et c'est là où donc Carsten Höller et Rosemarie Trockel se sont rencontrés. Et évidemment, pendant beaucoup d'années, après plusieurs années, ils ont vécu ensemble. Ils eurent beaucoup d'enfants. C'est un conte de fées? Maintenant, on a fait une exposition avec Rosemarie Trockel et Carsten Höller avec Suzanne Paget au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, d'ailleurs. On va parler de Suzanne tout à l'heure. C'est très important qu'on parle de Suzanne. Et voilà, donc souvent, ça produit quand même de la réalité. Vous voyez, tu vois, c'est en fait l'idée que des rencontres peuvent produire la réalité. Oui. Mais c'est la même chose dans les expositions, je veux dire, parce que moi, je pense que c'est très, finalement, c'est dommage quand on va dans un musée qu'il y a toujours ce silence, et il y a des gens qui vont seuls dans le musée, ils ne parlent jamais à autrui, et s'ils vont... C'est un bon lieu de drague. Et s'ils vont à plusieurs personnes, ils souvent chuchotent, puisqu'on ne peut pas vraiment parler et tout ça. Et donc, par exemple, nous, on a 2 expos là à la Serpentine qui sont le contraire de ça. On a invité Peter Doig. Donc, si vous êtes à Londres, vous êtes tous invités à venir. On a invité le peintre formidable Peter Doig. Qui avait une expo au musée d'Orsay il y a 2 ans. Oui, avec la collection, tandis qu'à Londres, il voulait vraiment faire un... Et il a été au musée d'art moderne de la ville de Paris aussi. Une grande exposition il y a plusieurs années. Ça, c'était avant. Il y a longtemps, oui. Et on avait discuté beaucoup avec Peter Doig, vous voyez, parce qu'au fond, les gens passent très peu de temps devant les tableaux, devant les œuvres. En moyenne, c'est 10-15 secondes. Et je pense que c'est toujours intéressant, comme c'est d'ailleurs Margaret Mead, une de mes inspirations, qui a dit dans les années 40-50, si on veut changer ça, si on veut que les gens passent du temps dans les expositions, il faut que l'expérience soit forcément multisensorielle. Donc il faut s'adresser, parce que si on regarde les rituels
multisensoriel, les gens passent beaucoup plus de temps. Donc Peter avait toujours cette idée, parce que la musique joue un rôle très central dans son œuvre. Il a des speakers énormes de cinéma des années 50 dans son studio, il écrit des vinyles, c'est vraiment la beauté de ce son analogue incorporé. Et il a donc eu cette idée, quand on a discuté sur lui, comment on pourrait faire un expériment, il a eu cette idée d'amener les speakers, et il y a encore plus de speakers de son ami Laurent Passera, qui est un obsédé de ces anciens, parce que dans les anciens cinémas, même dans les années 30, vous avez eu ces speakers énormes cachés derrière l'écran, c'est comme des sculptures. Donc on les a fait venir au musée, en fait à la Serpentine, on a des tables de Peter qui montrent la peinture. Il a amené des meubles de Trinidad, puisque pendant 20 ans il a vécu à Trinidad. Il a amené des meubles. Et la Serpentine, c'est un ancien tea house. Donc là, de nouveau, c'est un endroit où on peut s'asseoir. Après, il y a aussi des chaises dans un espace un peu sombre. On peut, si on veut s'endormir. Après, la musique arrive, on se réveille. Et les gens passent beaucoup, beaucoup de temps. Et il y a un vibe, une énergie qui fait vraiment expérimenter l'espace complètement différemment, comme ça. Donc c'est quelque chose aussi qui entre mes expositions. C'est pas seulement dans la vie quotidienne quand je me réveille le matin, en fait. Mais quand tu te réveilles le matin et avant que tu t'endormes le soir, il y a un de tes principes qui m'a surpris quand j'ai appris à te connaître, c'était le fait que tu ne voulais pas dire du mal des artistes. Oui. Et ça, c'est très rare aussi, parce que alors moi, il m'arrive de faire mon boulot de critique et de dire, d'essayer de ne pas être blessante, mais plutôt juste, mais quand quelque chose est finalement faible, recommander à mes lecteurs d'éviter l'expérience ou de raconter pourquoi c'est faible. Et toi, tu as décidé, comme un principe fondamental, un de tes nombreux principes, de ne pas critiquer les artistes. Oui, je pense que c'est évidemment très important la critique et que souvent, moi par exemple par rapport à des expositions que j'ai faites, tout ça, j'ai énormément appris de certaines critiques des expositions, tout ça on peut apprendre de ça, c'est important. Mais moi j'ai toujours pensé que en termes de curator, non, quand on a ce métier d'organisateur d'exposition, parce que quand j'étais tout jeune en Suisse, parce que l'art m'est arrivé tout d'abord par des channels disséminés. Qu'est-ce qui est arrivé, pardon? L'art, non? Ça m'est arrivé par des canaux, On va parler de ton enfant juste après. Par des channels comme ça inhabituels. Mais à bout d'un certain moment, j'ai commencé à fréquenter comme ça les musées en Suisse. Et il y avait un conservateur, directeur du musée suisse, très très fameux à cette époque-là, en fait très influent. Et ce n'est pas Harald Seemann, puisque Harald Seemann était très généreux, avec Harald Seemann, on a eu des très bons rapports. Mais il y avait un autre... Et il était génial, surtout. Il était génial, oui. Et grande influence sur moi. Mais il y avait un autre monsieur qui avait beaucoup d'influence et qui d'une certaine façon, utilisait cette influence pour vraiment bloquer certains artistes. Tu vois, il disait non, c'est devenu une sorte... Il était il créait comme des barrières pour certains artistes. L'artiste suisse ne pouvait pas vraiment sortir de Suisse si lui n'était pas positif, puisque autrement il bloquait. Et je me suis dit, c'est quelque chose de terrifiant, puisque pourquoi il fait ça? Il peut parler de ce qu'il aime, et pousser ça, mais ça me paraissait un truc que je ne voulais jamais faire. Donc c'est devenu cette expérience d'adolescence que j'ai vue. Et vous remarquerez qu'il ne dit pas le nom du... Non, mais ça serait contre le principe, oui. Exactement. Alors, si ta fameuse phrase, c'est « on va commencer par le commencement », je me suis aperçue que quand j'ai interviewé en 2012 Gerhard Richter, j'ai commencé comme ça. La même phrase que tu utilisais. Mais on ne va pas commencer puisqu'on a déjà commencé, mais continuons par le commencement. Je voudrais que tu me parles de ton enfance, de l'accident de voiture, et aussi, surtout, de ta maman. Ah oui, mais ça va être une longue réponse, puisque c'est beaucoup de thèmes. Non, alors commençons par toi, petit, en Suisse, et l'accident. Oui, donc quand j'avais 6 ans, oui, il y avait cet accident de voiture. Et c'est évidemment je pense, c'est très impressionnant quand on affronte la mort comme ça, si jeune, non? Parce que d'habitude, ça vient plus tard dans la vie. Et mes parents m'ont toujours dit que quelque chose a fondamentalement changé avant et après, non? Parce que avant, c'était 6 ans.
Oui, 6, 7 ans, oui. Et quelque chose a fondamentalement changé, puisque en fait, avant, il y avait toujours une sorte de curiosité, mais après, c'est devenu une sorte d'urgence, une curiosité urgente. Je voulais tout savoir, et je pense qu'il y a quelque Tu es chose... resté mobilisé un moment? Oui, 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 hospitalisé pendant des semaines et pendant des mois, oui. C'est très proustien, non? Très proustien, les livres me sont arrivés dans ce moment-là, puisqu'on m'a donné des livres, puisqu'on pensait que ça pourrait rendre le séjour hospitalier moins ennuyeux. Donc, les livres, donc c'est le début, je pense, de l'obsession pour les livres. Et surtout, je pense qu'il y avait cette idée, oui, que cette consciousness, non, cette conscience que chaque jour pourrait être le dernier, qu'il faut donc essayer de tout faire et ça, plus tard, s'avérer d'être plutôt productif. Parce que comme ça, on règle tout chaque jour et je pense qu'une certaine... Mais très vite, tu as une obsession pour l'art et les artistes alors que tu vis dans une petite ville, non? Oui, c'est devenu, parce qu'en fait, le lycée, comme ça, quand j'étais adolescent, complètement au début du lycée, il fallait aller dans une autre ville, parce que la ville où en fait, j'ai passé mon enfance, il y avait genre 8000 habitants, et donc il n'y avait pas de lycée. 8000 habitants? Oui, tout petit, oui, donc il fallait prendre le train pour une ville, c'est la ville frontalière, Kreuzlingen, qui est au lac de Constance, entre l'Allemagne et l'Autriche et la Suisse, c'était triangle. Et sur le chemin de la station de la gare vers l'école, et surtout aussi pour les pauses de déjeuner, on passait toujours avec les autres élèves devant cette maison qui était hantée. Et c'est une maison abandonnée dans un parc. Et cette maison, un jour, j'ai demandé au teacher, non, au prof, au lycée, qu'est-ce qui est dans cette maison. Il m'a commencé à m'expliquer que c'est en fait l'ancienne clinique de ce très très fameux psychiatre, Binswanger, qui c'est d'ailleurs, lui était le thème de la thèse de Foucault, un psychiatre extrêmement influent. Et ce psychiatre, me disait le prof, avait des patients très importants. Mais le patient le plus important qu'il a eu était donc Aby Warburg. Et Aby Warburg, pendant son long séjour, quand il passait une de ces épisodes, une de ces crises, il a écrit le fameux texte sur les Hopis, qui est en fait un texte sur le rituel serpent, Serpent Ritual. Et ce fameux texte, un classique de l'histoire de l'art, a été présenté pour la première fois aux patients. Vous voyez, donc il a présenté aux dizaines, vingtaines de patients de cette clinique ce texte public pour la première fois. Évidemment, moi, je ne savais pas qui était Binswanger, je ne comprenais pas qui Aby Warburg, et j'ai commencé à aller dans les bibliothèques, et j'ai réalisé... Oui, et je me suis déjà intéressé à l'art, parce que j'avais vu Giacometti, les figures longues, minces de Giacometti, d'ailleurs à Zurich, dans le musée, et l'art m'était arrivé déjà un peu avant, par des billets, parce que si on grandit dans une maison où les parents n'ont pas de livres d'art, et ils ne vont pas dans le musée, forcément on n'arriverait jamais dans le musée, mais l'art peut arriver chez toi. Donc l'art m'est arrivé à travers Jean Tinguely, qui était fameux en Suisse, et donc il était sur les chocolats, donc j'ai gardé le chocolat. Merci le chocolat. Ça m'est arrivé sur la médecine de Emma Kunz, puisque après l'accident, ma mère a toujours cherché des médicaments homéopathiques. Et vous voyez, il y a cette fameuse guérisseuse suisse Emma Kunz qui trouvait cette poussière de ce roche. Je recommande beaucoup quand vous êtes en Suisse, vous pouvez aller en pharmacie et vous pouvez acheter Ion. Et c'est une merveille, c'est une poudre de roche, on peut boire, on peut utiliser. Ce n'est pas seulement pour les humains, on peut le donner aux pets, aux animaux, mais aussi aux plantes. Les plantes, et ça nous donne quoi? De l'énergie, c'est guérissant, c'est juste un well-being. Et si vous le donnez aux plantes dans le jardin, ça pousse mieux. On va tout de suite. Emma Kunz faisait des dessins avec son pendulum. Avec son pendule. Et d'ailleurs, on a fait une exposition à la Serpentine. Ces dessins, c'est un peu comme Ilma Afklin, c'est une sorte d'abstraction spirituelle. Et ma mère a acheté ce produit, donc j'ai regardé le dessin sur la couverture. Après, il y avait le sprayer de Zurich, qui est un artiste de graffiti. C'est un peu comme
Peut-être vous connaissez Zloty Kamien en France, un des premiers artistes qui faisait de la graffiti ici dans les années 60, qui est incroyable. Donc il y avait une sorte de Zloty Kamien suisse qui s'appelle Harald Negeli. C'est le sprayer de Zurich, un grand copain de Joseph Beuys. La Suisse n'était pas content qu'il faisait le graffiti, donc ils l'ont arrêté. Et Beuys faisait toute une polémique qu'il fallait libérer ce grand artiste. Évidemment, c'était dans tous les journaux, c'était dans le téléjournal de 8 heures et tout ça. Et ça, c'est l'introduction pour toi. Donc l'arme est arrivée à traverser. Et c'est pour cette raison qu'en tant qu'organisateur d'exposition, vous voyez, moi, souvent, je veux qu'on enlève les portes, puisque mes parents n'auraient jamais traversé les portes d'un musée. Il faut aller, donc c'est pour cette raison, à la Serpentine, avec des pavillons, il n'y a pas de porte, on met l'art public dans le jardin. Beaucoup de mes expositions, d'ailleurs déjà pendant mes années parisiennes, depuis on fait avec Agnès B. Le Point d'Ironie. C'est un journal à 100 000 exemplaires, c'est envoyé gratuitement partout. Parce que moi je pense toujours aux enfants qui, comme moi, grandissent dans les forums où on n'a pas accès au musée et tout ça, donc il faut aller avec l'art. C'est comme ça d'une certaine façon que l'âme est arrivée. Donc j'étais déjà sensibilisé. Mais c'est drôle, tu dis pas l'art, tu dis l'âme. L'art et l'âme, oui, d'une certaine façon. C'est les deux choses. C'est incroyable, hein, parce que c'est puissant, ça. Oui, oui, non, c'est un lapsus, et en même temps, c'est toujours les deux, oui. Et après, donc, Aby Warburg, comme vous savez, il a fait le fameux Atlas Mnemosyne, sur des cartons, il collait des images de toutes sources, et donc, moi, je ne comprenais pas trop bien, évidemment, à cette époque-là, je ne sais pas, 14-15 ans, je ne comprenais pas trop bien ce qui était le Mnemosyne Atlas, mais j'ai commencé à collectionner des cartes postales dans les musées en Suisse, et j'ai visité tous les musées, et j'ai acheté tous mes tableaux préférés comme cartes postales, et j'ai donc commencé à créer un musée dans ma chambre. Donc c'était déjà une activité curatoriale, j'ai créé des salles en carton, mes parents n'ont rien compris, on a construit des cartons en boîte, et accrochés, et tout ça, c'est comme ça que, c'est vraiment grâce à Binswanger, à cette maison hantée. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, cette maison hantée? Je ne sais pas, il faudrait aller voir. Il faudrait pas retourner? Non, non, c'est une bonne idée, il faudrait y faire une expo peut-être, on va les revoir. Oui, voilà, notons. Oui, notons, oui. Je viens avec toi. C'est une bonne idée, oui. Un musée imaginaire. Évidemment, c'est totalement Malraux, oui, oui. Après, quelqu'un m'a dit, le prof au lycée m'a dit il faut lire Malraux, exactement. Et après, on a... mais ça a commencé vraiment par Warburg, de Warburg à Malraux. Oui, mais si tu parles de l'art et que tu le confonds avec l'âme et que la maison est hantée, ça y est, c'est le royaume. Oui, exactement. Et après, il y avait une autre sorte d'épiphanie, puisque j'ai étudié ses œuvres, j'ai regardé ses cartes postales, et après j'ai commencé à lire Vasari, et la vie des artistes et la vie des architectes. Le premier biographe de la Renaissance. Exactement. Se consacre à la vie des artistes. Et c'est très beau, puisque l'art et l'architecture ne sont pas séparés, comme chez moi ça n'a jamais été séparé, donc j'ai déjà réalisé tôt qu'il fallait réunir l'art et l'architecture. Et deuxièmement, mais ça c'était encore, je pense, plus urgent, j'ai réalisé à travers Vasari, soudainement, qu'il devrait y avoir des grands artistes de notre époque, et qu'on pourrait les visiter, écrire leur vie, travailler avec eux. Et je me suis dit, ça pourrait être ça ma profession. Et donc, évidemment, ça, à bout d'un certain moment, c'est quand j'avais 16 ans, cette épiphanie est arrivée. Et après, j'ai commencé donc à téléphoner aux artistes. J'ai écrit, là, il y avait une expo de Claude Sandeau, parce que Claude Sandeau, c'est cet artiste suisse qui faisait la couverture du timetable des chemins de fer, parce que c'était évidemment l'âge analogue, donc on reçoit un grand livre des chemins de fer. Je suis sûr, en France, il y avait la même chose, avec aussi les connexions européennes des autres pays. Et donc moi, j'ai passé tout mon temps en planifiant des voyages imaginaires. J'ai appris 6 langues au lycée pour me préparer pour partir de la Suisse. Parce que tu avais compris qu'il fallait partir. Oui, bien sûr. C'est Giacometti déjà qui m'a fait comprendre ça. Et donc... Et tu habitais une petite ville qui était frontalière de 3 pays. Oui, là, il y avait les langues. Et surtout, je me suis dit, si j'apprends toutes ces langues, aussi j'avais lu qu'il faut les langues, apprendre tôt dans la vie les langues, c'est plus simple que plus tard. Donc je me suis dit, c'est la meilleure utilisation de ce temps au lycée, j'apprends les langues, et après je prends les trains de nuit. Et donc j'ai écrit, et sur le timetable, il y avait Claude Sandeau, et donc cet artiste avait une expo en Suisse, donc je lui ai écrit un courrier. Évidemment, personne, oui, tout le monde est très ouvert si quelqu'un de 16 ans s'intéresse à leur travail, c'est tellement inhabituel, donc les portes se sont ouvertes, et cette visite s'est bien passée.
Et après, la deuxième visite, c'était Fischli et Weiss. Là, c'est bonne pioche quand même. Exactement. Et Fischli et Weiss, à ce moment-là, ils étaient en train de faire le fameux film, Le cours des choses, Lauf der Dinge. C'est le film qui montre un circuit fait de sucre qui vont tomber au fur et à mesure en passant par tout un chemin d'objets. C'est ça. Et on était donc... il y avait ce film et Fischli et Weiss, c'est vraiment devenu les mentors, parce que tout d'abord, ils m'ont expliqué qu'il y avait une foire à Bâle. Ils m'ont donné des... Puisque j'étais tellement jeune, les artistes m'ont donné des devoirs. Et donc, Fischli et Weiss m'ont dit, tu vas à la foire, tu regardes chaque œuvre, et après tu reviens au studio et tu nous racontes ce qui t'a impressionné. Et comme ça, c'était un processus d'apprendre, parce qu'il fallait que... Voilà, donc, je suis allé 2 jours à Bâle et j'ai regardé des milliers d'œuvres, j'ai pris des notes, et je suis retourné dans le studio. Après, il y a tout un enchaînement, puisque ma vie, à partir de cette visite, c'est comme le film, non? C'est une réaction de chaîne, une sorte de sérendipité, parce qu'après Fischli et Weiss, Fischli et Weiss, en fait, voilà, ils ont fait le bonhomme de neige, que peut-être vous avez vu. C'est un bonhomme de neige magnifique, éternel. Et c'était pour un power plant, pour une station d'électricité en Allemagne, et pour une commande publique de Caspar Koenig. Et avec les commandes, c'est très important qu'on ne rate pas la deadline, puisqu'autrement, c'est foutu. Donc, ils ont terminé la maquette et ils ont dit il fallait que ce soit le lendemain à 7h ou 8h du matin à Saarbrück. Et FedEx ne pouvait pas le faire. Eux, ils ne pouvaient pas, pour des obligations familiales et tout ça, ils ne pouvaient pas partir. Donc, ils m'ont téléphoné. Je venais juste faire le permis de conduire. Et ils ont dit, il faut que tu prennes la voiture de ton père et que tu amènes cette sculpture, autrement on ne va pas gagner la compétition. Voilà. Donc je suis arrivé à Zurich et ils ont mis le bonhomme de neige, mais évidemment pas en neige, c'était la maquette sur le siège à ma droite. Ils l'ont attaché avec la ceinture de sécurité. J'ai traversé à la douane, c'était très suspect, c'était vraiment très étrange, non, ce passager un peu fantôme. Et je suis arrivé à 7h du matin sur le pont de Saarbrück, où donc Caspar Koenig m'attendait avec impatience. Et voilà, c'est comme ça que ma collaboration, c'est comme ça que j'ai eu mon premier job, puisque après Caspar Koenig m'a engagé. Mais c'est quand même, il faut souligner tout de même que tes parents, ils te faisaient sacrément confiance. Tu leur dis, je vous prends votre bagnole ce soir, pas de problème, mon chéri, tu viens d'avoir ton permis, donc prends la bagnole pour le bonhomme de neige. Ben oui, ils étaient contents que j'avais trouvé quelque chose à quoi je m'intéresse, d'une certaine façon. Alors justement, je voudrais que tu me parles de ta maman, qui était un être exceptionnel, je crois, et qui a même fini par devenir artiste, influencé par son fils. Oui, en fait, c'est vraiment ma mère, parce que mon père disait non, c'est impossible de partir en Allemagne avec cette voiture, et ma mère a dit il faut la laisser faire, parce qu'elle elle était enseignante à l'école primaire, elle était très inspirée par Ivan Illich, non? Deschooling Society, c'était une sorte de pédagogie très libre, donc elle était exceptionnelle et c'est vraiment grâce à elle, oui, voilà, que tout ça. Ton père, il faisait quoi comme métier? Il était controller dans une entreprise et c'est pas qu'il bloquait, mais il était beaucoup plus prudent, il avait toujours et aussi prudent, parce qu'il pensait que ça pourrait être dangereux, de traverser la nuit, la voiture et tout ça. Il avait raison. Probablement. Et donc, et après, non, c'est la réaction en chaîne à continuer. Je me rappelle d'ailleurs, c'est sur les escaliers de Documenta, puisque ça m'est arrivé ce matin, en fait, la mémoire soudainement, parce que je me suis dit, on va sans doute parler des débuts, et j'ai vu que demain, tu vas parler à Maya Hoffman. Puisque, en fait, le cours des choses, la réaction en chaîne, a été montré pour la première fois à Documenta, et c'était la breakthrough show pour Fischli et Weiss. C'était vraiment à partir de là, leur démarche est devenue très, très internationale. Et on était au vernissage de Documenta, et sur les escaliers de Documenta, en 87, en fait, Peter Fischli, David Weiss et Ebice Kureger, qui était aussi un mentor important pour moi, d'une générosité incroyable. Qui éditait un magazine très influent à l'époque. Parquet, le bureau de Parquet, c'était divin, puisque j'arrivais toujours dans ce bureau avec tous les catalogues, non? Puisque c'était de nouveau avant Internet, donc c'était le monde arrivé dans ce bureau. Et donc Bice et Fischli et Weiss m'ont présenté à Maya Hoffman sur les escaliers de Documenta en 87. Et après aussi, en France, je ne serais jamais arrivé en France et je n'aurais jamais vécu en France sans le bonhomme de neige. Je dois tout au bonhomme de neige. Toute ma vie,
chaque fois que je vois cette sculpture à Bâle, puisqu'elle est permanente maintenant à Bayeux, je suis très très ému, puisque je lui dois tout. Parce qu'après... Elle est dans un frigo. Exactement. Et donc, Fischli-Weiss, ils avaient une oui, et Fischli-Weiss, ils avaient une rétrospective à Beaubourg, que peut-être certains de vous avez vu. C'est Jean Deloisy qui a fait leur première rétrospective à Beaubourg, 92-93, la première grande expo. Et Jean Deloisy est venu à Zurich pour voir Fischli-Weiss dans le studio. Et moi, j'avais fait ma première expo dans ma cuisine, puisque c'était l'idée de Christian Boltanski, qui était aussi une grande influence et un messager, puisque aussi quand j'avais 17 ans, l'école avait fait un voyage à Paris, ça m'a beaucoup ennuyé le programme, donc au lieu de ça, je suis allé voir Annette et Christian dans leur studio. Et Christian m'a dit qu'il faudrait faire une exposition comme Harald Seemann sur le grand-père dans un appartement. Et Fischli-Weiss, ils avaient réalisé que j'avais beaucoup de livres dans ma cuisine, que je n'ai jamais cuisiné. Donc ils se sont dit, il faut libérer... Tu ne pouvais même pas cuisiner. Oui, j'étais inquiet qu'ils se sont dit, il faut libérer la cuisine et faire la cuisine. Donc ils m'ont dit, il faut faire l'expo dans la cuisine. Donc j'ai fait cette exposition, elle a duré 3 mois et il n'y avait que 29 visiteurs. Et vraiment, c'était très local. Mais Fischli-Weiss, ils ont dit à Jean Deloisy, qui à cette époque-là était avec Marie Clopeau à la Fondation Cartier, et qui faisait cette expo comme guest curator à Pompidou, ils ont dit à Jean Deloisy, il faut aller voir cette étrange exposition de ce jeune homme à Saint-Gall. Donc Jean Deloisy est venu... Jusqu'à Saint-Gall, oui, et il a vu la cuisine. Et moi, j'ai dit à mon père, il faut la Volvo, puisqu'après, je vais l'amener à l'aéroport. Et donc, de nouveau, même principe. Et il était ravi que je l'amène à l'aéroport, parce qu'il avait son avion après. Il a vu la cuisine. Et moi, j'ai toujours oublié, j'étais distrait, j'ai oublié de mettre pétrole dans la voiture. Donc, au milieu de l'autoroute, la voiture s'est arrêtée. Et voilà, donc c'était tout un truc. Et lui, il a perdu son avion, et on avait beaucoup de temps à parler. Et c'est suite à ça que j'ai eu l'invitation pour venir à la Fondation Cartier, que j'ai eu cette résidence pendant 3 mois, que j'ai rencontré Suzanne Paget, et qu'après j'ai déménagé à Paris. Il est sympa ce Jean Deloisy. Oui, c'était fantastique. Et après... Au lieu de t'en vouloir de rater son avion... parce qu'on a eu beaucoup de temps, et donc on a enchaîné une discussion absolument formidable. Et après, je suis arrivé à Paris, je n'avais pas d'appartement. Et donc Bertrand Lavier, Raymond Hins et Gloria Freeman m'ont parlé de ce Carlton. C'est un ancien palace qui a perdu plusieurs étoiles, puisqu'il n'était plus vraiment palace, à Montparnasse, un hôtel plutôt modeste, où d'ailleurs Bertrand et Gloria sont toujours restés quand ils sont arrivés de Bourgogne à Paris, et où Raymond Hins a vraiment vécu. Dans un des étages, dans le couloir, il y avait des dizaines des affiches de Raymond Hins, ça débordait la chambre. Ouais. Et donc, ils m'ont tous conseillé de prendre une chambre, ce n'est pas très cher, dans cet hôtel. Et moi, je me suis dit, je vais faire la même chose que dans la cuisine, dans cette chambre. Et j'ai invité beaucoup d'artistes. Évidemment, Paris était plus grand que Saint-Gall, donc il y avait plus d'artistes. Donc après 1 mois vivre dans cet hôtel, j'avais 73 artistes qui sont venus dans la chambre. L'hôtel était très confus. Ils ont dit, comment ça se fait que vous avez autant de visiteurs dans la chambre ? Et chaque artiste a laissé une trace. Toroni a fait des empreintes. Annette Messager a mis un animal empaillé sur le lit. Et il fallait donc le soir que je m'arrange pour dormir, que l'animal empaillé, on a enlevé du lit, on a mis sous le lit, le matin on a remis. Et peu à peu, il y a eu... Absalon a fait une œuvre avec une... artiste, Absalon. Oui, il a fait une œuvre avec la télévision dans la chambre. Fischli-Weiss, c'était une chef-d'œuvre. Avec Fischli-Weiss, ils ont enregistré 1 heure de radio la journée la plus chaude de l'année. Et ils ont mis ça en loop. Et donc, si vous êtes arrivé, puisque l'expo était en octobre, il faisait assez froid. Et à la radio, ça disait record chaleur, Paris 32 degrés. Donc, c'était très étrange. Les gens étaient confus. Et l'heure était aussi fausse. C'était 15 heures, le téléjournal de 15 heures. Certains gens se sont mis à courir, ils ont raté leur rendez-vous. Tout ça. Donc, et évidemment, j'ai donné un tour à chaque visiteur. Et ça, c'était la meilleure façon d'arriver dans une ville. Puisque après les quelques semaines de l'exposition, j'avais des centaines de nouveaux amis, de nouveaux acquaintances. Et surtout, j'ai réalisé qu'il y a plus de monde à Paris qu'à Saint-Gall, puisqu'il y avait plus que 29 visiteurs, il y avait des milliers de personnes. Et l'hôtel avait pensé que c'était un truc intime.
Tandis que le deuxième jour, il y avait des articles dans le Figaro, dans le Monde, dans Libération, et il y avait une queue devant l'hôtel. Et là, c'était trop tard pour l'hôtel pour l'arrêter. Et en même temps, l'hôtel était, pour les autres guests de l'hôtel, c'était un peu confus, parce qu'il y avait beaucoup de visiteurs, mais en même temps, ça a rendu célèbre cet hôtel peu connu. Et voilà, on a fait des cartes postales. Il y avait aussi une exposition dans l'exposition qui s'appelait Armory, parce qu'il y avait la fameuse Armory Show. C'était le 80 anniversaire à 93 de l'Armory Show avec Duchamp de 1913. Donc on a fait la Armoire Show. Et dans l'armoire, il y avait des œuvres d'artistes, il y avait des vêtements. Et voilà, ça c'était Carlton Palace. Et tout ça grâce au bonhomme de neige. Ça, c'est pas mal. Alors, s'il te plaît, raconte-nous un peu ta maman et comment tu l'as convertie à l'art contemporain en lui envoyant des livres. Alors, tout ça est en partie raconté dans un livre que tu as publié il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans. Je t'avais interviewé à cette occasion. Et c'est un livre extraordinaire. Oui, c'est sorti maintenant en anglais. D'ailleurs, la semaine dernière, Life in Progress. Voilà, même en français, je crois. Vie in Progress, oui, Life in Progress. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'en anglais, on dit in progress et en français, on dit en cours, ce qui est moins, qui est une vision de la vie moins positive. Parle-nous des envois de livres à ta maman, comment tu l'as introduit à l'art contemporain. Oui, en fait, j'avais travaillé sur Robert Balza, parce que je fais un musée dédié à Robert Balza, fameux écrivain suisse de la promenadologie. Et dans un restaurant, le musée était dans un restaurant où Robert Balza s'est toujours arrêté pendant ses promenades. Et donc, j'ai lu Danet par rapport à Balza. Et Serge Danet avait le même problème, que très tôt, il a commencé à voyager et les parents se sont inquiétés. Donc, il avait cette très bonne idée d'écrire une carte postale tous les jours aux parents pour les rassurer. Donc, j'ai commencé en Cabara, donc j'ai commencé à faire la même chose. J'ai écrit tous les jours une carte postale. Et j'ai ajouté à ça les livres. Donc, chaque fois que j'ai publié un article dans un magazine, dans une biennale, dans un catalogue de musée ou de galerie, ou chaque fois que j'ai écrit un livre, mais l'occasion était beaucoup plus fréquente que j'ai au début, je n'avais pas vraiment écrit des livres, j'ai contribué à beaucoup de choses, j'ai envoyé les anthologies à ma mère. Et elle a commencé à tout lire. Et en fait, à travers les années, elle commençait vraiment à savoir beaucoup sur l'art contemporain, puisque si j'ai écrit dans un catalogue de la Biennale de Venise qui a 500 pages, une page, elle a lu les 500 pages, elle a tout lu. Et donc, à travers les années, puisque ça l'a beaucoup intéressée, elle a commencé à discuter beaucoup avec l'art, visiter beaucoup des expositions, et soudainement, à 80 ans, elle a commencé à réaliser des œuvres. Et elle a fait une sorte d'exposition d'appartements. Donc l'appartement en Suisse a commencé à changer. Et jusqu'à sa mort, elle a créé environ 75 œuvres qu'on a d'ailleurs archivées. Et ça montre aussi, c'est quelque chose que Pierre Klossowski m'a expliqué, puisque j'étais très ami avec Pierre Klossowski quand j'avais cette bourse à la Fondation Cartier. Le frère de Balthus. Le frère de Balthus, c'est l'écrivain. Et à 70 ans ou 65 ans, assez tard dans sa vie, il est devenu artiste plasticien aussi. Il m'a toujours expliqué qu'il y a ces différents rythmes dans la vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ma mère, elle a fait toutes ces activités, mais c'est à 80 ans qu'elle a décidé. Henri-Pierre Rocher aussi, Jules Légime, qui est devenu écrivain après avoir eu une vie autour de 80, après une vie de diplomate et de marchand d'art aussi, puisqu'il vendait les œuvres de Brancusi. Mais alors, la chose que j'ai trouvée extrêmement touchante, c'est après le décès de ta mère, tu as ouvert certains placards, etc., et tu as encore trouvé des œuvres. Oui, après sa mort, on a découvert beaucoup plus d'œuvres. Il y avait des œuvres sous le tapis, il y a des œuvres dans l'armoire. Elle avait complètement compris l'esprit, en fait. Oui, il y avait des œuvres dans le frigo. C'était une manière de rester vivante pour toi. C'est magnifique, non? Oui, un jour, je vais faire un livre. Oui, j'ai écrit un texte. Oui, dans le livre, il y a un chapitre sur ça. Oui, oui. C'est une manière de oui, donc l'appartement est un peu devenu une œuvre d'art totale. Vous voyez, c'est un peu comme Schwitters a fait le Märzbau, c'est l'idée de l'œuvre d'art totale. Oui, oui. Oui, c'est très beau. Je voudrais que tu nous racontes pourquoi Suzanne Paget est importante pour toi, puisque tu as travaillé au Musée d'Art moderne de la ville de Paris.
Oui, donc j'étais à la Fondation Cartier en cette résidence et il faut aussi mentionner Marie-Claude Beau, qui malheureusement nous a quittés. Et Marie-Claude Beau dirigeait la Fondation Cartier avec un esprit extraordinairement interdisciplinaire. Donc, pour moi, d'être 3 mois là-bas, j'avais finalement pu aller à l'étranger plus long, puisque avant ça, je pouvais que rester dans une ville pendant 24 heures, parce que je n'avais pas l'argent pour un hôtel. Donc moi, j'ai acheté les billets Interrail et je suis allé pendant 30 jours dans 30 villes en Europe. Et le train était mon hôtel. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes recherches. À la Fondation Cartier, pour la première fois, je pouvais être 3 mois à l'étranger. Et cet esprit à la Fondation Cartier, il y avait un jour Paul Virilio, un autre soir, il y avait, je ne sais pas, Patti Smith, un autre soir, il y avait ici Miyake. C'était vraiment complètement... Aujourd'hui, c'est très, très habituel comme ça que les mondes se rencontrent plus. Mais à cette époque, d'avoir dans une institution, c'était très, très unique et pour moi très influent. Et c'est pendant ce séjour, pendant que j'étais pendant 3 mois, Christian Boltanski, un des messagers, m'ont dit qu'il faudrait absolument rencontrer Suzanne Paget et Béatrice Parent. Il faudrait que vous rencontriez. On s'est rencontrés et j'ai expliqué à Suzanne mes activités migratoires, de train de nuit. Je lui ai expliqué ces expositions que je pose. J'ai fait une exposition de Gerhard Richter à la Maison Nietzsche. Il faut dire qu'aujourd'hui, Suzanne Paget est directrice artistique de la Fondation Louis Vuitton, après être passée pendant de nombreuses années par le Musée d'art moderne de la ville de Paris. Et à cette époque-là, elle dirigeait l'art contemporain, l'ARC, et le Musée d'art moderne. Où elle a montré tous les grands artistes contemporains avant tout le monde. Et elle connectait vraiment, elle connectait aussi l'historique avec le contemporain de manière très unique. D'ailleurs, comme histoire de musée, c'était magnifique. Elle commençait avec regarder, elle montrait des regards totalement nouveaux sur l'histoire de l'art à travers le regard des artistes qui travaillent aujourd'hui. Et un croisement de public unique aussi, non? Ces expositions qu'elle faisait, par exemple, sur des figures comme Munch ou Strindberg, elle nous demandait de faire des expos d'art contemporain, et donc un public début années 90, mi-années 90, pouvait soudainement découvrir Olafur Eliasson en voyant Munch, vous voyez, donc il y a ces croisements aussi. Et donc on a rencontré, pendant mon séjour à la Fondation Suzanne, on s'est rencontrés, et elle m'a invité tout de suite à faire une première, c'était mon premier travail dans un musée, à faire une contribution à l'exposition de Giacometti, parce que je lui ai expliqué que Giacometti est la raison pour laquelle je suis arrivé à l'art, donc ça m'avait magnétiquement attiré. Et elle travaillait avec Rémi Tsaox sur cette expo de Giacometti, et elle m'a donné et cette idée que je reçois des devoirs était vraiment très important, vous voyez, puisque Boetti m'a donné le devoir de faire une recherche mondiale sur les projets non réalisés. Je fais ça jusqu'à aujourd'hui. Je demande aux artistes de parler des projets non réalisés. Rosemary Trockel m'a donné le devoir de parler à des artistes négligés qui n'ont pas la visibilité qu'ils devraient avoir. Pionniers, souvent des artistes femmes que Rosemary Trockel trouvait n'ont pas eu la visibilité qu'ils devraient avoir. Elle m'a dit il faut les visiter, il ne faut pas seulement visiter des jeunes artistes. Et donc, par exemple, là, en ce moment, à Luma, Arthur Fouret est ici, on a cette exposition qu'on a fait ensemble avec Maya Hoffman et Vassili Sokolopoulos sur mon archive, parce qu'on fait une fois par an une expo sur mes archives. On a fait cette exposition sur Maria Lasnik. Et c'est grâce à Rosemary Trockel et à son devoir qu'elle m'a donné que j'ai Mais tu avais l'habitude des devoirs parce que ta mère était institutrice. Oui, c'est ça. Et les devoirs, c'était des devoirs en fait non orthodoxes, comme disait Ivan Illich, non? Et donc, Rosemary Trockel me dit, il faut regarder les pionniers. J'arrive à Vienne et je dis aux jeunes artistes, Rosemary Trockel me dit, il ne faut pas seulement que je vous voie, il faut aussi que je voie une artiste peut-être qui depuis des années travaille. Ils m'ont tous dit, il faut voir Maria Lasnik, cette femme extraordinaire qui n'est pas encore connue tellement à l'étranger. Et je suis allé voir Maria Lasnik et c'est devenu une très très grande amitié, une collaboration qu'on peut maintenant voir à Luma à travers mes vidéos et à travers aussi des œuvres que d'ailleurs on montre. Et donc, dans ce même esprit, Suzanne m'a dit, tu pourrais faire quelque chose pour Giacometti. Je veux que tu vois, je te donne la mission, c'est une mission, d'aller voir tous les grands artistes qui vivent encore, qui ont rencontré personnellement Giacometti. Wow. Et à cette époque-là, c'était encore possible. Aujourd'hui, ils sont tous morts. Il y avait Balthus, il y avait Matta, il y avait Cartier-Bresson, il y avait Serge Brignoni sur Hélas Suisse. Et donc, pendant plusieurs semaines, je suis allé voir les ateliers. C'est comme ça que j'ai pu passer du temps avec Matta, très longue interview, etc. Et donc, on a fait ces pages sur le catalogue. Mais après, Suzanne a dit,
elle voulait cet esprit migratoire dans le musée. Elle m'a donné un placard, un mini Je me office. souviens, tu avais vraiment Oui. un tout petit bureau. Oui, c'était genre 2 mètres carrés. C'était une table et une pile de livres. Et jusqu'au bout, d'ailleurs. Oui, oui. Et donc j'étais curateur migratoire et on migrait des expositions d'artistes comme ça dans le musée. Non, et je pense que Suzanne est vraiment une visionnaire. C'est extraordinaire si on regarde les expositions qu'elle a faites. Et j'ai aussi appris beaucoup d'elle. Non seulement, elle m'a toujours dit que notre rôle est vraiment être le commis de l'artiste, mais elle m'a aussi expliqué... Le commis de l'artiste? Oui, le commis de l'artiste, c'était sa définition et d'aider les artistes. Et l'autre chose que je pense est extraordinaire, c'est vraiment cette idée, tu vois, qu'elle m'a expliqué. Par exemple, on a eu Carrie Swin Evans, elle m'a dit il faut, avec les artistes, aller dans les réserves. Et il faut voir si peut-être des choses peuvent se ressusciter. Donc elle est allée, je ne sais pas, il y a 20 ans avec Carrie Swin Evans dans les réserves. Il lui dit il faut ressusciter Brian Geising, puisque le musée d'art moderne de la ville de Paris a toutes ces archives de Brian Geising. Donc cette idée qu'on peut revoir la collection à travers les yeux d'un artiste. Mais ça, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a aussi évidemment l'accrochage, puisque c'est vraiment la personne la plus extraordinaire, Suzanne, en termes d'accrochage. J'ai appris d'elle énormément, comme elle accroche. Si nous regardons des expositions comme Rothko, non, c'est extraordinaire, l'art de l'accrochage. Et à quoi ça sert d'aller dans les studios des artistes? Je pense que tout d'abord, c'est un espace de totale déconnexion. Parce que quand je visite un atelier, je ne répondrai jamais au téléphone, on oublie tout le reste, il y a une grande concentration. Je pense que c'est aussi très important d'écouter ce que les artistes veulent faire. C'est important, cette conversation, de ne pas seulement avoir une a priori idée ce qu'on veut faire avec une artiste, mais d'écouter ce que l'artiste veut faire, comme Boetti m'a conseillé. Mais tu vois, parce qu'en fait, il y a de moins en moins de choses visibles dans les ateliers. Même les ateliers, c'est quelquefois des bureaux. Oui, ou parfois c'est un café, où on regarde, on a une conversation dans un café, mais après, il y a quand même aussi toujours cette idée que souvent les artistes travaillent avec les œuvres précédentes d'eux qu'ils ont, et il y a toute possibilité. C'est une extended type of studio visit. Une visite d'atelier aujourd'hui peut être beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Ouais. Ça a évolué avec le temps. Et alors, pourquoi est-ce que tu as l'obsession des archives? Moi, je pense que nous vivons dans un âge digital où nous avons beaucoup de possibilités de connexion, mais que paradoxalement, la filter bubble nous sépare. Donc, c'est très important aujourd'hui, comme j'avais expliqué avec Deucht, que nous créons, ou avec nos pavillons à Londres, donc nous créons des espaces où les gens peuvent se rencontrer. Mais je pense que paradoxalement, et ça c'est un deuxième paradoxe, nous vivons dans un âge où nous avons une explosion d'informations, mais ceci aussi crée beaucoup d'amnésie. Et donc, comme par rapport à ça, c'est aussi notre rôle de protester contre cet oubli et de créer des mémoires comme ça dynamiques. Je pense que c'est une... Et je pense que le monde de l'art, comme chaque monde, il y a certaines choses, strengths and weaknesses. Non? Et je pense qu'une vraie force que le monde de l'art a, comparé à d'autres mondes, est de maintenir cette mémoire de praticiens, praticiennes de générations précédentes. Par exemple, dans le monde de l'architecture, il y a beaucoup moins ça. C'est pour cette raison que j'ai appliqué cette méthode aussi au monde de l'architecture et qu'on a commencé à revisiter des figures extraordinaires comme Lina Bobardi, comme Yona Friedman, où il y avait une époque où vraiment, maintenant c'est mieux, mais on ne se souvenait pas d'eux, non? Et je pense que cette idée que, et par exemple aussi dans la littérature, c'est quelque chose dans la littérature que souvent certains écrivains, soudainement, on ne les lit plus. Parce qu'il n'y a pas ce mécanisme d'exposition qui, par exemple, ma voisine, à côté du bureau au Musée d'art moderne de la ville de Paris, elle vivait à quelques centaines de mètres, c'était Nathalie Sarraute, non? Et quand j'ai déménagé à Paris, j'ai souvent fréquenté Nathalie Sarraute, on a fait des longues conversations. Cette écrivaine est extraordinairement importante, prédécesseur du nouveau roman, et très, très connectée à ce qui se passe dans la littérature aujourd'hui. Malgré ça, plus personne ne lit Nathalie Sarraute.
Et c'est pour cette raison qu'il faut des expositions sur des figures comme Nathalie Sarraute. C'est pour cette raison qu'on l'a fait avec Édouard Glissant, non? Oui, il y avait une sorte d'amnésie Édouard Glissant. On a décidé... Alors là, tu l'as bien ressorti. On essaie, oui. Et j'ai vu que tu as parlé de Maryse Condé, que j'adore. Oui. Oui, c'est la même chose avec Maryse Condé, oui, que je pense qu'il faut beaucoup plus d'awareness, non, sur une écrivaine extraordinaire. C'est une écrivaine magique. Que j'ai rencontrée avec Isaac Julien. Et après, on a fait, oui, Isaac Julien dans un restaurant à Londres, c'est Serendipity. Isaac m'a dit, c'est l'écrivain, pour moi, la plus importante. Une Guadeloupéenne qui vivait dans le sud de la France. Et elle était, et donc, c'était toujours mon rêve de l'interviewer. Et donc, d'ailleurs, avec Louma, il y a Adèle Köchling qui est ici, qui s'occupe de toutes les recherches que je fais comme directrice de recherche. Et en fait, Adèle avait préparé cette formidable conversation qu'on a fait avec Maryse Condé à Louma, qui a été filmée par Dominique González-Foerster. Et on a ce film, et c'était absolument magique. Vous pouvez voir ça online. Ben justement, elle avait des récits magiques, Maryse Condé. Oui, et je pense que l'exposition, vous voyez, puisque l'exposition est très malléable comme format. Et donc, avec Édouard Glissant, j'ai fait une dizaine d'expositions sur Glissant. Une avec Assad Raza, après il y a celle à Louma qu'on a fait, qui a circulé. Et grâce à toi, je suis allée voir la maison de Glissant en Martinique. Que je n'ai toujours pas vue. Bon, pour une fois, j'ai un peu d'avance sur toi. Et c'est comment la maison? C'est à côté du fameux roche, non? Oui, c'est en face, précisément en face de, comment ça s'appelle? Le Diamant. Le roche de Diamant, oui. Il a rendu cette maison mythique parce que c'est là que se passaient toutes les opérations intellectuelles d'Édouard Glissant. Et c'était un lieu, un territoire, là aussi encore magique. Et c'était face à l'eau, une petite maison assez modeste, mais un endroit absolument merveilleux. Et ne serait-ce que de chercher la maison, et en fait elle était louée au moment où on est allé la visiter en Martinique, d'y aller en catimini, de découvrir ce territoire-là, c'était sublime. Bon, ça c'est grâce à toi. Et on a d'ailleurs beaucoup fréquenté Édouard Glissant avec Kouchonga, qui elle a fait cet extraordinaire livre avec Glissant. Kouchonga, c'est une artiste, oui, avec laquelle tu partages ta vie. Oui, depuis 31 ans. Et tu es assez stable. Et Kouchonga a fait cette œuvre extraordinaire où c'est un dictionnaire où cette sorte d'utopie que Kouchonga a créée, Ous, a été ajoutée comme un mot supplémentaire au dictionnaire. Et Édouard Glissant a écrit un texte sur ce pays fictif. Donc, il y a eu cette collaboration-là. On a eu Mantia Diawara, par exemple, que Glissant nous a... Parce que, en fait, c'est grâce à Agnès B., avec qui je fais le point d'ironie, que c'est grâce à Agnès B. qu'on s'est rencontrés avec Glissant, puisque j'ai toujours étudié Glissant. Et Agnès B., un jour, nous a organisé un rendez-vous au Café de Flore. Et depuis là, on était inséparables avec Glissant. Et lors de son 80 anniversaire, il a insisté que je rencontre Mantia Diawara et qu'on collabore aussi donc avec Mantia Diawara, qu'on a fait beaucoup aussi de ces expos. Mais surtout, Glissant, il est à l'origine d'une de tes idées de principe de fonctionnement, le principe de l'archipel. Oui, l'archipel, la mondialité. Oui, alors tu peux juste nous parler une minute de la mondialité? Oui, l'idée en fait l'idée que nous vivons dans un âge de globalisation homogénéisante, que ceci mène à la disparition de langues, à la disparition de phénomènes culturels, à la disparition d'espèces, à l'extinction, qu'il faut donc par conséquent le résister. Mais qu'il avait anticipé une contre-réaction contre cette homogénéisation, contre cette globalisation homogénéisante, qu'on peut observer aujourd'hui, d'ailleurs ici comme quasiment partout en Europe et dans beaucoup d'endroits dans le monde, qui est une sorte de contre-réaction contre cette globalisation, avec des nouvelles formes de localisme, avec des nouvelles formes de manque de tolérance, avec des gens qui se sentent menacés par le dialogue avec l'autre et qui ne comprennent pas que ce dialogue avec l'autre les rend plus riches.
et avec un localisme. Donc, et c'est d'ailleurs dans une conversation qu'on a fait de nouveau à l'UMA avec Philippe Parreno et moi, on a interviewé Bernard Stiegler. Et Bernard Stiegler a dit lors de cette conversation, comment pouvons-nous être local sans être localiste? Ce qui est une assez bonne description aussi de cette idée de la mondialité, non? Comment ne pouvons-nous pas perdre le local, mais avec un esprit d'ouverture? Aimer le local et à la fois le monde. Exactement, et au lieu de ou au lieu de lili. Et donc, d'une certaine façon, ceci est le principe de chaque exposition, d'une certaine façon, que je fais. Je pense qu'une exposition aujourd'hui doit contribuer à cette idée de la mondialité. Alors, on arrive presque à la fin. J'ai 2 questions. La première, c'est qui est Gerhard Richter? Oui, Gerhard Richter est l'artiste, pour moi, dont j'ai appris énormément de choses, qui a dit la phrase qui m'accompagnait tous les jours, qui a dit que l'art est la plus haute forme d'espoir. C'est un énorme artiste qui, en fait, a créé une œuvre qui n'arrête pas de nous surprendre. C'est une œuvre qui est tellement complexe. Et tu as fait un bouquin récemment? Oui, on a fait un livre avec mes conversations qui vient de sortir en français. Une page de pub. Et en fait, chaque conversation est sur un autre thème, puisque chaque approche, plus jamais, c'est une œuvre. Et surtout, il y a des phrases à piquer dans le livre. Je l'ai fait, mais je t'ai cité dans mes articles. Par exemple, comment il raconte que lui, il est imperméable aux modes. Ce qui va faire qu'il va rester, quoi. Oui, que l'art puisse s'approcher d'une qualité qui le rende indépendant de nous, d'une certaine façon. C'est pour cette raison aussi que ça peut nous survivre, d'une certaine façon. Et toi, tu as travaillé très tôt avec lui? Oui, on a fait. Je l'avais rencontré de nouveau quand j'avais 16-17 ans, et j'ai dit, je veux visiter votre studio. Donc, il a dit, la semaine prochaine, Cologne. Donc, j'ai pris le train, et on a passé un après-midi ensemble, et on a commencé une conversation qui a mené à une exposition à Sils Maria, parce qu'il aimait beaucoup Nietzsche, et on a parlé. Toi, tu as vu le roche de diamant de Glissant, et moi, j'avais vu le roche de Nietzsche, où il y avait l'épiphanie de l'éternel retour, oui, l'acte de Sils Maria, dans les montagnes suisses, sur quasiment 2000 mètres. Nietzsche a écrit Zarathustra. Et Richter est toujours allé là-bas en vacances, donc j'ai dit, toujours dans l'esprit d'une expo, dans un contexte inhabituel, faisant une exposition de tes photos peintes, puisqu'il faisait ces photos extraordinaires peintes, c'est toute une œuvre d'abstraction C'est un point de départ très important dans son œuvre. Et qui est dans son atlas, et l'atlas est évidemment totalement warburgienne. Donc pour moi aussi, c'est comme ça, c'est à travers Warburg que je suis arrivé à Richter. Et on a montré ces photos à Sils Maria, dans la maison Nietzsche, c'était ma première expo. Après, j'ai édité ses écrits. Et voilà, depuis exactement 38 ans, il n'y a jamais eu un moment où on n'a pas travaillé sur un projet ensemble. Et tu avais fait une exposition absolument fabuleuse chez Beyeler aussi. Oui, c'était l'idée, puisqu'il y avait le panorama à la Tate, exposition merveilleuse que Nick Serota avait fait. Et moi, j'avais pensé là, puisque c'était un panorama, qu'on pourrait suivre une autre règle du jeu avec Richter, donc avec Sam Keller. On s'était dit, à la Fondation Beyeler, on pourrait en fait regarder les cycles. Parce que moi, ça m'a toujours fasciné. Vous voyez, par exemple, là, dans l'exposition à la Fondation, il y a tout en haut la salle Birkenau. Et ça, c'est pour moi un moment très, très émouvant, parce que vous avez la série Birkenau, il y a les images, les photos, la réalisation qu'il ne pouvait pas peindre. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il a pris des photos d'archives du camp de concentration et il a commencé par peindre ces images et c'était tellement insoutenable qu'il a décidé de badigeonner, de rendre abstraites ces images concrètes qui étaient sur l'horreur humaine. Et après, il y a la salle de Titien, qui est de nouveau. Donc souvent, il a travaillé, il a peint dans son studio jusqu'à ce que le studio était plein. C'était une série et c'est allé dans une expo. Et donc, ce qu'on a fait à Bâle, c'était pas un panorama, c'était pas une rétrospective, c'était une autre type d'expo. C'était vraiment de regarder salle par salle les cycles. Donc, avec tous les forêts, la série des forêts, il y avait la série Baader-Meinhof,
On avait la série des enfants. Et les bougies, Toute une salle. 28 bougies. Il a peint 28 fois une bougie avec des variations. C'est pour dire à quel point il était dans la répétition. Et donc, c'était répétition et différence. C'était ça le thème de l'expo d'une certaine façon. Et, après, et l'accrochage était sublime. Hein. C'était aussi la dernière expo, la dernière, disons, grande expo muséale, où l'artiste, puisque après il n'a plus voyagé pour ces expos à même mesure, donc c'était la dernière expo qu'il avait vraiment installée lui-même. Il était là pendant une semaine avec nous, et il a amené surtout des petits formats supplémentaires. Et après, il avait créé, c'est très musical, vous voyez, il avait créé. Donc moi, j'ai appris énormément, j'ai appris autant de lui par rapport à l'accrochage d'ailleurs que de Suzanne, parce qu'il faisait ses contrepoints, il créait avec des petits tableaux des contrepoints. Et pour moi, c'est très important qu'il y avait toujours eu des artistes avec qui il y a une continuelle collaboration, comme par exemple aussi Ethel Adnan, avec qui on a fait. Mais bien sûr, Ethel, la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit « Je m'inquiète pour Hans, il ne dort pas assez ». Oui, donc il y a plusieurs personnes qui m'ont dit de dormir. Et de nouveau, ils m'ont donné le devoir de dormir, donc j'ai commencé à dormir. Il y a aussi Hélène Sixou, oui, elle m'a donné un livre qu'elle a écrit sur ses rêves. Elle m'a dit, si on ne dort pas assez, on ne rêve pas. Donc j'ai commencé à dormir pour rêver. Et maintenant, je dors genre 6-7 heures, oui. Donc il n'y a plus d'insomnie. Et Ethel, avec Ethel, on a fait aussi vraiment, on a fait 58 conversations, on a fait... Cette idée qu'il y a une continuation dans le travail, un approfondissement avec certains artistes, oui, est important. Alors la dernière question, c'est quelle est ta notion de l'accomplissement ? Oui, en fait, le livre est peut-être une réponse à ça, puisque le livre dont on a parlé, le Vie en progrès, oui. Puisqu'il s'arrête très abruptement, puisqu'il y aura la suite. Ah. Donc, l'accomplissement, c'est un livre ? Oui, non, c'est que ce n'est jamais terminé. Mais quand tu te couches ou quand tu te lèves, est-ce que tu dis « Ah, là, ou pendant les vacances, si tu prends des vacances, ça il s'est passé des choses très importantes cette année ». Non, c'est toujours, moi je pense toujours qu'au prochain projet. Je ne regarde jamais en arrière, en fait. Ah ouais, j'ai quand même souvenir quand l'architecte chinois, dont j'ai oublié le nom, a reçu le Pritzker, et que je te l'ai annoncé en mars dernier qu'on était à Madrid, tu étais dans un état d'euphorie incroyable. Oui, je l'ai montré, je l'ai montré. Non, ça c'est puisque je pense que c'est toujours important, peut-être oui, non, ça c'est intéressant, parce que ça nous amène à une possible réponse à ta question, mieux que celle que j'ai donnée, puisqu'en fait, le but de mon travail, depuis le début, c'est d'être utile, non? Parce que j'ai commencé à faire ces visites quand j'avais 16-17 ans, et à bout d'un certain moment, je me suis dit, c'est très très excitant, mais je veux être utile à ces extraordinaires artistes, comme Vasari racontait leur vie, mais aussi être utile à produire la réalité. Et la raison pour cette euphorie créée par ça, c'est qu'à bout d'un certain moment, une des raisons pour laquelle j'ai déménagé à Londres et j'ai commencé le travail à la Serpentine, c'est que ça m'a permis d'accomplir, d'une certaine façon, cette idée de Vasari de ne pas séparer l'art et l'architecture, parce qu'on se retrouve dans une galerie publique, dans le parc Kensington, avec entrée gratuite. Donc, on a cette chose qui est pour moi très importante dans le début, qu'on peut faire des expositions pour tout le monde. Tu sais que moi, je fais le blog gratuit pour ça. Hein. C'est ça, c'est très important que ton blog est pour tout le monde. Et donc, une des raisons, c'était ça pour la Serpentine, l'idée aussi qu'on est dans un parc, par rapport à ce rapport qu'on peut toujours tisser, que les artistes adorent l'idée d'un pavillon dans le parc où ils peuvent exposer. Mais la raison principale, à côté de ça, c'était que chaque année, on est client d'architecture. Parce que d'habitude, on est client d'architecture dans la ville, en tant que directeur de musée, peut-être une fois qu'on en fait une extension ou un nouveau musée. C'est très rare. Mais nous, chaque année, on peut choisir un architecte, une architecte, des architectes et produire de la réalité avec eux. Et surtout, j'ai réalisé à un certain moment, puisque le scheme que Julia Peyton-Jones avec Zaha Hadid ont commencé, c'est toujours la première structure d'un architecte, d'une architecte qui n'ont pas construit en France. Et donc, en Angleterre. Et donc, ça veut dire ce projet n'aurait jamais pu se faire en France, puisque tous ces architectes qu'on a montrés, de Sejima à Zaha Hadid,
à Rem, à Rem Koolhaas, à Guéry, à Franck Guéry, à Jean Nouvel, à Peter Zumthor, ils ont tous, à Herzog de Meuron, ils ont tous construit en France, tous. Ils ont tous construit en Espagne, ils ont tous construit en Suisse, ils ont tous construit Donc, en Italie. Mais Mais en Angleterre, ils n'ont pas construit, parce que c'est beaucoup plus insulaire. Même si Londres est une ville totalement globale, pour tout le reste, pour l'architecture, et même si Londres a produit des extraordinaires architectes, Norman Foster, Cedric Price, Zaha Hadid, en fait tous les architectes qu'on peut s'imaginer, Richard Rogers, Farshid Moussavi, David Chipperfield, etc., Amanda Levitt. Il y a très peu d'artistes architectes étrangers qui ont construit. Et c'était ça l'achievement de Zaha et de Julia Peyton-Jones, par le mien, qu'ils ont eu cette idée en 2000. Et quand moi je suis arrivé en 2006, on a continué pendant quelques années leur idée. On a continué à construire avec des grands architectes. Moi, je n'avais pas compris pourquoi Jean Nouvel n'avait jamais construit en Angleterre. Donc, on a invité Jean Nouvel. Je n'avais pas compris pourquoi Zumthor n'avait jamais construit. On l'a invité. Je n'avais pas compris pourquoi Sejima n'avait construit. Donc, on a continué cette idée. Mais après, en 2012, j'avais cette révélation. Je me suis dit, maintenant, notre scheme est devenu très, très connu. Et on pourrait peut-être être plus utile maintenant à inviter des architectes plus jeunes et leur donner une plateforme pour avoir beaucoup de commandes après, non? Pour pouvoir, et pour aussi élargir le champ d'architecture, parce que pour donner opportunité à une nouvelle génération. Et c'est là où on a le premier jeune qu'on a invité, était Sue Fujimoto en 2012. D'accord. Et à partir de là, Smiljan Radic, etc., ça a continué à évoluer. De temps en temps, on invite des artistes, mais uniquement des artistes qui ont une activité d'architecte, pour leur donner plus de visibilité en tant qu'architecte, comme Olafur Eliasson, ou plus récemment, Theaster Gates, qui a d'ailleurs une formation d'urbaniste. Mais autrement, on focalise maintenant vraiment sur une génération plus jeune. Et donc, on a Soumaya Bali, qui au moment où elle a fait le pavillon, elle avait 29 ans, elle n'avait jamais construit, elle n'a que fait des expos, et qui maintenant est devenue une architecte vraiment connue. On a Frida Escobedo dans le scheme, qui prépare la nouvelle aile du Met. Oui, et qui n'avait jamais construit vraiment, elle avait fait des biennales, mais elle n'avait pas fait un bâtiment. Mais c'est intéressant, je te demande achievement, tu me réponds architecture. Oui, c'est juste un exemple. Tu m'as demandé par rapport à l'architecte chinois. It was prompted, c'était déclenché par... Puisqu'on pourrait répondre à la même chose pour beaucoup d'exemples avec l'art. Toi, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu t'arrêtes? À un moment, tu es allé en Islande, je me souviens, oui. Et tu te retirais un peu. Et est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te retires et tu dis « Ah, ce que j'ai fait là, c'est bien, ça c'est moyen ». Oui, en fait, il y a tout le temps le doute. Non, en fait, sur chaque, je pense que le doute, on a commencé la conversation par la générosité, et je pense que la générosité est un peu un médium, mais je pense que le doute est aussi un médium. Non, donc il y a toujours, sur chaque projet le doute, oui. Ça, c'est une super conclusion, hein. Et c'est très richterien. Tu sais que j'ai demandé à Richter quels étaient ses peintres de référence. Il m'a répondu Nietzsche et Goethe. Merci beaucoup, Hans-Ulrich Aubry, c'était magnifique. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous d'avoir assisté à ce très riche développement. On attend avec impatience la suite, c'est urgent. Oui, on attend aussi la suite de tes conversations demain avec Maya Hoffman. Eh ben, tu viens alors maintenant, tu es obligé. Et il faut donc applaudir Judith aussi, oui.